Bien, merci. Alors, je vais passer la parole à Pierre Catan, qui remplace Jean-Pierre Triboulet, qui va donc être à la fois l'exposant et le commentateur de sa communication, ce qui va peut-être faciliter les choses d'ailleurs. Le commentaire ne sera pas contradictoire, du moins il y a peu de chance. Donc sa communication, c'est indication actuelle du traitement chirurgical des perforations ésophagiennes. Ça ressemble un peu aux communications précédentes. Oui. Donc je m'excuse pour le caractère peut-être un petit peu succinct de la présentation. J'avais surtout fait un commentaire. J'y ai ajouté quelques diapositives ce matin pour repositionner le sujet. Et l'idée est de savoir justement à l'heure du développement de cette technique d'endoscopie interventionnelle, quelle reste la place de la chirurgie dans les perforations œsophagiennes. Y a-t-il des patients qu'on peut se dispenser d'opérer et traiter uniquement par des drainages par voie radiologique ou endoscopique, et la chirurgie ne viendrait qu'en aide à l'échec de ces techniques, alors que jusqu'à présent c'était plutôt l'inverse, c'est d'abord le traitement chirurgical et éventuellement aidé de drainage radiologique ou de mise en place d'endoprothèses en cas de reperméation par exemple d'une suture, d'une perforation œsophagienne. Donc simplement pour repositionner le sujet, la plupart des perforations œsophagiennes surviennent maintenant au cours de gestes d'endoscopie interventionnelle en raison de la généralisation de ces traitements d'endoscopie interventionnelle, et c'est plutôt le corollaire de ça est que on fait de plus en plus tôt le diagnostic de ces perforations, le traitement est rapidement adapté, donc c'est plutôt mieux. Le pronostic de ces perforations est plutôt meilleur qu'il ne l'était avant, mais il reste encore une grande part de perforations spontanées, le syndrome de Borave, qui sont les tableaux les plus catastrophiques de perforations œsophagiennes. Et c'est pour cela que se discute maintenant la chirurgie ou l'abord mini-invasif premier peut-être, davantage que pour les perforations endoscopiques, puisque comme l'a très bien dit Frédéric Pratt, ces perforations sont au mieux traitées pendant le geste qui a créé la perforation, et ça marche le plus souvent. Donc le diagnostic en cas de doute de perforation maintenant, c'est le scanner, avec ingestion de produits de contraste qui permet avec une très bonne sensibilité de faire le diagnostic de perforation et qui permet surtout de faire le bilan des lésions et notamment de savoir si la perforation est contenue ou pas, enfin tout ça c'est assez connu, et c'est ça qui guide l'attitude thérapeutique. Et maintenant, le scanner sert aussi à guider des gestes de drainage radiologique de plus en plus souvent. Donc voici ici une perforation, un scanner réalisé après syndrome de Borave avec une extravasation dans la plèvre gauche, un énorme pneumomédiastin, donc là la perforation n'est pas contenue, il va falloir être particulièrement agressif, mais pas forcément chirurgicalement. C'est ce qui a changé. Et ici, une perforation survenue après dilatation d'une sténose caustique, et on voit ici une collection sous-pleurale contenue qui a toutes les chances de bien réagir au traitement antibiotique seul, éventuellement aidé d'une ponction sous scanner évacuatrice de la collection. Donc, quel traitement propose aux perforations de l'œsophage? Il y a de multiples possibilités thérapeutiques. Ça va du traitement médical au traitement chirurgical non conservateur. C'est un petit peu l'escalade de la violence. Avec au milieu des traitements interventionnels, classiquement le traitement chirurgical conservateur, suture de la perforation, mais est venu s'interposer ici le traitement interventionnel endoscopique qui cherche à trouver sa place dans cet arsenal thérapeutique. Et donc chaque traitement découle de la contre-indication du traitement antérieur ou de l'échec du traitement antérieur, en sachant que bien entendu il est plutôt préférable, pour avoir les meilleures chances de préserver l'œsophage, de réaliser d'emblée le bon traitement et de ne pas passer d'une étape à l'autre jusqu'à ce que la réparation ne soit plus, la perforation ne soit plus suturable. Et donc le choix de ces traitements dépend de multiples facteurs, essentiellement de l'importance du sepsis, du caractère contenu ou pas de la perforation, et puis de l'existence ou non d'une pathologie œsophagienne sous-jacente, et c'est ce qui fait toute la difficulté de la prise en charge. La conjonction de tous ces facteurs doit faire décider du bon traitement d'emblée. Alors les objectifs du traitement, c'est de traiter l'infection, de réduire les collections purulentes, de faire une décortication pleurale lorsque la perforation ensemençait la plèvre, de tarir la contamination digestive, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre de fermer la plaie œsophagienne, que ce soit par suture ou par mise en place d'un stent, et d'apporter, de créer un abord nutritionnel très important, une situation d'hypercatabolisme qui nécessite donc au mieux la réalisation d'un cathéter dans le jéjunum ou dans l'estomac pour apporter un bon apport nutritionnel. Et les moyens pour réaliser ces objectifs sont multiples, hein. Donc ça peut être la chirurgie, et comme on va le voir, peut-être aussi des gestes mini-invasifs. Donc voici classiquement ce qu'on fait sur le plan chirurgical, c'est la suture de la muqueuse, une décortication pleurale pour expandre le poumon qui réoccupe la cavité pleurale pour éviter les collections secondaires, un drainage au contact avec un risque de reperméation d'environ 20% de la suture,
et donc ce drainage pouvant éviter la réintervention, et la levée d'un obstacle sous-jacent. Toutes les autres opérations qui avaient été proposées par le passé ne sont plus réalisées, car potentiellement moins performantes que la suture de la perforation. Alors les résultats de cette approche classique chirurgicale sont les suivants: mortalité 10 à 20%, échec primaire, c'est-à-dire refistulisation dans les suites d'environ 20%, et échec de préservation de l'œsophage à terme 10 à 15%. Et donc maintenant, fait face à cette technique classique, une attitude multidisciplinaire qui fait intervenir des endoscopistes interventionnels avec l'utilisation de stents, de drainage en queue de cochon ou de clips, des radiologues qui permettent d'aider la mise en place au bon endroit de drain capable de diriger la fistule, et puis parfois d'abord laparoscopique pour compléter le nettoyage du médiastin, mise en place de drain, etc. Et donc dans tout ça, le chirurgien deviendrait une sorte d'acteur à égalité avec l'endoscopiste et le radiologue. Alors je voulais vous rapporter les résultats d'une équipe de Floride, de Gainesville, qui a publié 2 articles. Le premier article qui couvre la période de 92 à 2004, qui porte sur 47 patients consécutifs traités pour des perforations œsophagiennes. Et le traitement ici, dans la mesure du possible, était de ne pas opérer le patient, mais de réaliser des drainages multiples, parfois 3 à 4 mises en place de drains, aux abords de la perforation pour diriger cette perforation et lui permettre de se fermer et de cicatriser comme ça. Et il rapporte des résultats particulièrement intéressants. Alors il faut savoir là-dedans qu'il y a des perforations instrumentales, mais il y a aussi beaucoup de perforations spontanées de Borave avec des énormes extravasations septiques dans la plèvre, notamment 14 Boraves ici, et la plupart des perforations avaient lieu dans le thorax, quelques perforations cervicales. Et vous voyez ici que le traitement non opératoire dans les perforations thoraciques a été réalisé dans la majorité des cas, dans 28 cas. Il n'y a pas eu d'abord direct de la perforation et pas de fermeture chirurgicale de la perforation. Et les résultats globaux sont mortalité 4,2%, aucun décès parmi les patients qui n'a pas été opéré, dont la perforation n'a pas été suturée, et une préservation d'œsophage fonctionnel chez la grande majorité des patients survivants. Donc cet article apportait un petit peu la preuve qu'il n'était pas forcément indispensable de fermer la perforation, d'aller fermer la perforation par voie chirurgicale pour guérir ces patients. Et puis ils ont rapporté les résultats de leur attitude ultérieure qui a évolué par la mise en place quasi systématique d'un stent pour fermer la perforation. Donc ici, l'algorithme, c'est en cas de perforation contenue, l'absence de syndrome septique, traitement médical, comme ça se fait d'habitude. En cas de perforation non contenue dans le thorax, mise en place d'un stent et puis drainage, parfois par thoracoscopie, pour laver la cavité pleurale et le médiastin, et mise en place d'un abord nutritionnel. Et puis en cas de perforation dans l'abdomen, là l'attitude était différente selon la vitesse à laquelle on arrivait sur place. Dans les perforations vues-tôt, il tentait de fermer la perforation, mais il mettait quand même en place un stent. Et plus tardivement, quand la perforation ne pouvait pas être fermée, peu de chances de pouvoir être fermée, on mettait en place un stent et laparoscopie pour laver, mise en place des drains et jéjunostomie. Et donc ils rapportent leurs résultats chez 76 patients consécutifs, ce ne sont pas des patients sélectionnés, avec 90% de perforations non contenues. La mortalité est de 1%. Et surtout aucune conversion, c'est-à-dire que dans aucun cas ils n'ont dû changer leur fusil d'épaule pour finir par opérer le malade, pour sauver la vie du patient, et 100% des œsophages fonctionnels. Donc ce sont de très bons résultats. La principale complication, c'est un petit peu ce dont parlait Frédéric Pratt, c'est un taux important de migration de stents, encore une fois parce que ce sont des stents extractibles, et donc le corollaire de ça c'est qu'ils migrent facilement. Mais voilà, ce sont quand même de très bons résultats qui font penser que peut-être à terme de la situation actuelle qui est chirurgie première, aidée de techniques mini-invasives comme des drainages complémentaires sous scanner ou des mises en place de stents secondaires en cas de reperméation de la suture, on pourrait passer à traitement mini-invasif d'abord et éventuellement aider d'abord chirurgical mini-invasif par laparoscopie par exemple. Voilà. Donc la place de la chirurgie actuellement dans le traitement conservateur pourrait devenir très limitée et être simplement un ajout, une aide au traitement d'endoscopie interventionnelle. Alors les indications persistantes, en tout cas de la chirurgie, ce sont les situations dans lesquelles il n'est pas possible de conserver l'œsophage, et donc c'est soit les perforations sur l'œsophage pathologique, comme dans les nécroses caustiques de l'œsophage par exemple, soit après échec répété de traitement endoscopique, où là l'idée c'est de sauver la vie du malade, plus tellement de sauver l'œsophage. Donc là, c'est sûr que la chirurgie garderait encore
ici toute sa place. Et je voulais vous rapporter dernièrement, en termes de nouveautés, autre chose, qui est l'utilisation de matrices acellulaires, dont vous a déjà parlé Frédéric Pratt, quand il vous a parlé des plugs pour boucher les perforations œsophagiennes. Donc ce sont des matrices acellulaires extraites, celle-ci en l'occurrence de la sous-muqueuse intestinale du porc, ça s'appelle le SIS, hein, c'est utilisé comme renfort pariétal, c'est une plaque biologique qui résiste à l'infection, donc on utilise après infection de plaques non résorbables. Et donc certains chirurgiens ont utilisé ces plaques pour arriver à sauver des œsophages et notamment à réaliser des fermetures de perforation très larges qui n'auraient pas pu, pour lesquelles on n'aurait pas pu conserver l'œsophage si on n'avait pas eu ce matériau. Et donc voilà, on coud sous forme d'un patch comme ça pour fermer le défect latéral de la perforation œsophagienne, avec de très bons résultats sur très peu de malades actuellement, mais enfin bon, c'est un petit peu une avancée et ça ouvre un petit peu la porte à l'ingénierie tissulaire de l'œsophage. C'est déjà un petit peu de l'ingénierie tissulaire de l'œsophage et c'est là une place que pourrait prendre la chirurgie pour traiter des perforations qui initialement ne permettent pas de préserver l'œsophage. Voilà, je vous remercie. Je pense que le commentaire est étouffé, donc on va demander s'il y a des questions. Bernard Launois. Non, juste à propos de l'ingénierie tissulaire de l'œsophage, nous avons publié dans le British Journal of Surgery une technique avec une plaque de Vicryl qui entourait la perforation œsophagienne avec de la colle et du tissu-colle. Ça a marché très bien avec de très bons résultats. Les résultats ont été publiés ensuite dans American Journal of Surgery. Questions? Bien, alors je crois que Pierre Catan va continuer sur sa lancée.